Aujourd'hui, le manager déboussolé. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors on arrive au troisième et dernier épisode de notre mini-série sur le management moderne avec Bertrand Jouvenot, l'auteur du livre Manager aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons parlé du manager asphyxié. Dans le deuxième épisode, nous avons rencontré le manager débordé. Cette fois, nous faisons connaissance avec le manager déboussolé. Et comme la dernière fois, nous n'allons pas rester au stade du constat. Nous allons te proposer les meilleures pratiques des meilleures entreprises, mais aussi nos suggestions, nos solutions pragmatiques et concrètes à mettre en œuvre dans ton entreprise ou auprès de ton équipe. Et comme la dernière fois, je te proposerai en fin d'épisode ma série de mails en lien avec les thèmes qui ont été abordés dans cet épisode. Rendez-vous donc à la fin. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Bertrand Jouvenot. Si on arrive au troisième point du coup, le manager déboussolé. Et là, je pense que tu vas nous parler davantage sur la difficulté aujourd'hui à satisfaire les aspirations de nos collaborateurs. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, le manager il est déboussolé parce qu'il a dans ses équipes des collaborateurs qui manifestent, c'est important, ils manifestent des aspirations très hétérogènes, très éparses. Alors ça, c'est une grande nouveauté, ça ne serait pas vu il y a 20, il y a 30 ans. Et les gens expriment davantage leurs aspirations. Et comme on a des nouvelles générations, comme on a un rapport au travail qui évolue, comme les gens se projettent différemment aussi dans leur propre carrière, comme tout ça change, on se retrouve finalement avec un panel de problèmes individuels à gérer, à faire cohabiter, qui est assez compliqué pour le manager. Alors pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Et puis comment faire? Pourquoi on est arrivé là? Première chose, on le sait tous, on peut le redire, c'est que les générations ne se ressemblent pas. Et il est vrai que chaque nouvelle génération, les Y, les Z et puis maintenant ceux qui arrivent, sont de plus en plus différents de la génération précédente et ont un rapport au travail, à l'autorité, à notre époque, qui est complètement différent. Et les attentes sont plus du tout les mêmes. Ça, c'est une première chose. Le rapport au travail a changé. Hier, on pouvait vivre finalement avec un découpage en 3 sous-populations. Les gens qui travaillaient parce qu'il faut bien gagner sa vie, et ça c'est la majorité des gens. Et finalement, ils vont avoir des critères de choix qui vont être comme l'intérêt du job, mais est-ce que c'est proche de la maison, est-ce que c'est dans un grand groupe qui est assez stable et qui m'apporte aussi d'autres avantages. Regardez le RER aux heures de pointe, regardez la tête que font les gens. Je pense que la plupart des gens sont dans cette situation-là. Ils n'ont pas forcément la banane, ils n'ont pas forcément le sourire. Ils ont un travail parce qu'il faut travailler, c'est la majorité des gens. Il y a une autre population plus petite qui sont les gens qui sont dans la carrière. Eux, ils veulent gravir des échelons, ils veulent gagner de l'argent, etc. Ils sont prêts à faire des concessions, à travailler dans des secteurs qu'ils n'aiment pas, à faire des métiers qu'ils n'aiment pas parce que ça paye bien à un moment donné, parce que c'est un passage obligé. Il y a une troisième population qui sont ceux qui se réalisent à leur travail. Ça, c'est une minorité. Alors, parce qu'ils sont artisans, parce qu'ils sont à leur compte, ou parce qu'ils sont heureux de faire ce qu'ils font à l'intérieur d'une entreprise. Mais c'est plus rare. Ce découpage, il a tendance à être encore opérant, mais se rajoute à cela énormément d'autres dimensions personnelles, psychologiques, culturelles, qui fait qu'effectivement, on a comme ça des aspirations qui sont très compliquées et très difficiles à manœuvrer, à unifier à l'intérieur d'un collectif que le manager doit animer. Il y a une autre réalité en arrière-plan, il ne faut pas l'oublier, c'est que le travail est malade. Aujourd'hui, il y a un coût pour le PIB qui est absolument considérable, c'est 3 à 4 points du PIB, est consommé par les arrêts maladie engendrés par les burn-out, burn-out, appelez-les comme vous voulez. Il y a tout un tas de nouvelles pathologies qui sont là. Elles ne sont peut-être pas nouvelles, mais aujourd'hui elles sont prises en compte par la médecine, par le droit. Elles sont mieux gérées. Mais il y a aujourd'hui une espèce de mal-être au travail. La France est championne du monde de la consommation des anxiolytiques, etc. Beaucoup de gens ont un rapport au travail un peu difficile, sont obligés de prendre des somnifères, sont obligés de prendre des produits pour se relaxer. On parlait tout à l'heure de Google et de la sécurité psychologique qui pouvait favoriser un bon travail. Bon, on n'est pas au rendez-vous encore dans toutes les entreprises françaises, loin de là. Et là, il y a un vrai sujet pour les managements, c'est créer les conditions pour que les gens puissent bien travailler. Et le manager doit se comporter comme un surveillant, mais au sens traditionnel. Il ne doit pas surveiller, il doit veiller sur.
il doit veiller à ce que les conditions, idéalement, ne rendent pas la vie de ses collaborateurs trop compliquée ou trop paradoxale, ou, voilà, trop déstabilisante psychologiquement, ce qui va faire qu'à un moment donné, ça va finir par les atteindre et atteindre les collaborateurs. Il doit vraiment être dans une logique de prévention pour s'assurer que les conditions saines soient là pour que le travail puisse être bien fait. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Là, on a un vrai sujet de société, et quand je dis de société, c'est les entreprises, mais c'est aussi nous, la France. On a une culture française, le sociologue Philippe Giribard l'avait bien fait ressortir dans un livre qui s'appelle Le logis de l'honneur. On a un rapport au travail très aristocratique. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 siècles, le travail, il était fait par des artisans, par des paysans. Les nobles ne travaillaient pas. Et troisième partie, alors, il y avait le tiers-état qui travaillait, c'était la population qui souffrait. Les gens bien, les nobles ne travaillaient pas. Et puis il y avait une catégorie à part, qui était le clergé, les hommes d'église, qui eux non plus ne travaillaient pas. Aujourd'hui, tout le monde travaille. Aujourd'hui, le travail est rentré dans la norme. Mais nous, on a, selon Philippe Giribard, conservé comme ça un peu un rapport un peu aristocratique au travail. C'est pas rare de trouver des gens qui s'indignent, qu'on leur demande de faire telle tâche, qui est bien en deçà de ce qu'ils valent, quand bien même ils ne sont pas en haut de l'échelon hiérarchique. Vous avez d'autres cultures, comme la culture hollandaise. On est beaucoup plus dans une recherche d'un consensus systématique pour faire avancer les choses. Vous avez la culture chinoise, on n'est pas du tout dans le même rapport au travail. La culture américaine, on est dans un rapport beaucoup plus pragmatique, impliqué, etc. On accepte que ce soit difficile parce qu'on est protestant, etc. Donc, à un moment donné, peut-être que notre culture française va nous handicaper par rapport à d'autres concurrents. La concurrence aujourd'hui elle est mondiale, elle est internationale. Les entreprises chinoises sont en train d'arriver très fort, elles rachètent nos entreprises, elles sont évidemment hyper compétitives sur de plus en plus de secteurs, elles progressent, elles apprennent. Il va falloir quand même peut-être que nous, on soit lucides par rapport à ça. En tout cas, demain, le manager, il va devoir admettre que son équipe, elle est en perpétuelle recomposition. Les gens partent, les gens viennent, les gens sont moins pérennes dans l'entreprise. Et il va devenir un organisateur de compétences plus qu'un organisateur de personnes, parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est l'obsolescence des compétences. Donc il va devoir veiller à ce qu'il a bien, à un moment donné, toutes les compétences nécessaires pour que le travail soit fait. Et du coup, c'est pas forcément les mêmes personnes tout le temps qui vont être en capacité d'avoir les compétences qui permettent de faire le travail. Donc ça appelle évidemment à pas mal de flexibilité. Il va falloir apprendre à travailler avec de nouvelles catégories. Toutes les personnes qui sont en freelance, il y en a plus. Il va peut-être falloir faire revenir des seniors qui, eux, sont disponibles et ont envie de travailler. Il va falloir travailler avec peut-être des gens qui sont en part-time et qui vont apporter d'ailleurs une expérience qui vient de nos entreprises. Il va peut-être falloir travailler avec ce qu'on appelle un peu parfois des caméléons et qui font plusieurs jobs simultanément, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais du coup qui vont un peu aérer l'équipe et apporter de nouvelles choses. Ça, c'est une première piste pour demain. Avec un risque. En fait, ce qui fonctionne pas mal, c'est d'avoir effectivement un noyau de salariés qui ont la même culture, etc., mais pas forcément toutes les compétences nécessaires au moment où il faut avoir les compétences. Et sur ces compétences-là, peut-être les sous-traiter à l'extérieur le temps qu'on en a besoin. Ça permet de gérer des profils qui seraient peut-être moins facilement intégrables dans la culture d'entreprise actuelle. Moi, je vois beaucoup d'entreprises, je dirais, avec une culture un peu traditionnelle, effectivement, qui est fondée sur on se réalise dans son travail, on a on a quelque chose qui nous réunit tous, et le profil, je dirais, atypique qui pourrait faire exploser cette culture ou la mettre en danger, ou simplement ne pas réussir à s'intégrer dans cette culture. Un moyen de transition, parce que je pense que de toute façon, on va avoir une évolution effectivement vers des entreprises complètement multiculturelles. Mais en attendant, vous pouvez avoir des salariés qui représentent la culture d'entreprise, etc., et puis des freelances et des sous-traitants qui gravitent autour, avec qui on communique beaucoup, mais voilà, on sait qu'on n'a pas la même culture, qu'on travaille différemment. Tout à fait. Un autre axe de travail pour les managers, c'est d'encourager le self-learning. Ça, c'est à mon avis une tendance de fond aussi. C'est Joe Ito, qui est le président du MIT Media Lab, a une remarque très intéressante là-dessus. Le MIT, c'est une grande université américaine, c'est une sorte de polytechnique américain, et elle a plusieurs laboratoires de recherche, dont le Media Lab, qui a toujours été pionnier dans le domaine de l'Internet. Et donc, son dirigeant actuel a introduit une distinction très intéressante, c'est la distinction entre éducation et apprentissage.
lui dit l'éducation, c'est ce qu'on te fait. D'ailleurs, quand tu vas à l'école, il y a d'autres gens comme toi qui ont imaginé des cursus, qui ont imaginé des programmes, qui ont imaginé des cours, font des choses, ils te transmettent, ils t'enseignent. Ce sont d'autres gens que toi qui te font des choses, que tu peux accueillir plus ou moins proactivement. Mais quelque part, d'autres gens ont prévu de te transmettre des choses. L'apprentissage, c'est une démarche qui part de moi, qui est plus personnelle, où je vais chercher par moi-même à essayer d'apprendre des choses. La version extrême de ça, c'est l'autodidacte. Et toute cette nouvelle économie de l'Internet, elle a été inventée par des gens qui étaient brillants sur le plan académique, mais qui avaient aussi des tempéraments d'autodidactes, qui ont inventé l'Internet. Il n'y avait pas de livre à l'époque, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de mode d'emploi. C'est parce qu'ils étaient quelque part bicéphales, ils étaient très brillants sur le plan académique, souvent dans la tech, mais ils avaient également ce côté self-learner, ils étaient capables d'apprendre par eux-mêmes. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire que le manager doit rendre possible ça, il doit encourager ça, il doit accompagner ça, il doit canaliser ça, il peut peut-être guider, encourager à découvrir tel ou tel auteur, aller voir tel ou tel MOOC, s'abonner à tel ou tel programme où il y a tel et tel webinar, laisser du temps disponible, etc. Mais effectivement, il doit laisser chacun rentrer dans une logique de développement personnel et d'actualisation de ses propres compétences. Dans un monde où aujourd'hui, c'est plus possible pour un département formation d'avoir simplement un mapping des compétences nécessaires, d'avoir le delta entre les compétences disponibles aujourd'hui et celles qui nous manquent pour demain, et puis après mettre en face des formations. Ça va tellement vite, tellement de changements, etc. C'est devenu plus possible. Donc il faut que les individus deviennent eux-mêmes les relais de leur propre évolution professionnelle, encouragés par leur manager, évidemment, qui va être dans un rôle de bienveillance par rapport à ça. Et alors là, évidemment, on est des années-lumière de la rétention de l'information, du manager qui contrôle tout, etc. On est complètement à l'opposé même. C'est Une autre très piste, intéressant. à mon avis, d'avenir, c'est de développer ce qu'on appelle des fusion skills. Alors, fusion skills, c'est un mot anglais, ça veut dire compétence de fusion. C'est une compétence de fusion entre l'homme et la machine. Prenons un exemple simple. Un artisan va utiliser un outil dans sa main et au bout d'un moment, il va développer un tour de main. Et il est tellement doué, tellement habitué pour cet outil parce qu'il a cette tour de main, parce que c'est son corps, c'est sa façon à lui d'utiliser son outil. Il va avoir une compétence supérieure à celle d'un artisan classique. Bon, ben nous, dans l'entreprise, nous utilisions tous des outils. Et avant même Internet, on utilisait des outils somme toute assez sophistiqués. Prenez Excel, on connaît tous, c'est un outil quand même sophistiqué, élaboré. Quelqu'un qui utilise 10% des fonctionnalités d'Excel va pas être 3 fois moins bon que quelqu'un qui utilise 30%. Celui qui utilise 30% va être 50% meilleur, pas 30% meilleur que celui qui utilise que 10%. Et celui qui utilise 70% des fonctionnalités d'Excel, il va pas être 7 fois meilleur que celui qui utilise 10%. Là, pour le coup, il va être 300 fois meilleur. C'est un outil surpuissant s'il est bien utilisé. Il y a vraiment un enjeu pour le collaborateur de bien utiliser l'outil. Vous pouvez mettre n'importe qui dans un atelier où il y a des milliers d'outils. S'il ne sait pas les utiliser, ou pire, s'il les utilise mal, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, l'entreprise, il y a plein d'outils. Évidemment, avec Internet, on n'est plus seulement derrière Office, Windows, avec les outils mis à disposition par l'entreprise. On a accès à tout un tas de logiciels en ligne, c'est le mode SaaS, etc. Et est-ce qu'on utilise bien ces outils, c'est pas si évident. D'où l'importance de développer ce qu'on appelle des fusion skills, c'est-à-dire l'équivalent du tournement de l'artisan. C'est une compétence que je vais pouvoir développer uniquement avec un outil. Et ça va être très vrai qu'une intelligence artificielle, il va falloir comprendre ce pourquoi elle a été conçue. Qu'est-ce qu'elle est censée bien faire? Il va falloir que je me comporte comme le maître. Il va falloir que j'aille un peu la chercher, que je lui donne des instructions, que je la challenge, que j'ai des possibilités de corriger les choses, de lui préciser des informations, de l'orienter, etc., pour qu'elle soit à mon service. Mais si je travaille très bien avec une intelligence artificielle, tout le monde peut en faire l'expérience, au bout d'un moment, elle va beaucoup mieux travailler pour moi, elle va devenir un assistant, je vais rester le maître, mais elle va beaucoup plus vite et beaucoup mieux répondre à mes questions ou à mes besoins. Ok, super intéressant. On arrive à la fin de notre conversation. Bertrand, est-ce que, avant qu'on se quitte, tu aurais un dernier conseil ou une dernière précaution à prendre par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Oui, oui, bah évidemment, pour vous quitter avec quelque chose qui va interpeller un peu les esprits, moi je voulais vous parler en fait de quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps, c'est qu'il y a un chercheur qui a découvert quelque chose d'assez intéressant. C'est un guide qui s'appelle un guide de sabotage.
On n'est pas dans la théorie du complot, on parle de quelque chose qui a vraiment existé. Vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site de la BNF, les historiens le connaissent. Il est disponible sur le Gallica. C'est un guide de sabotage de l'entreprise. Alors, son histoire est intéressante, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a arrêté le combat, Pétain a arrêté le combat, etc. On s'est quelque part rendu à l'ennemi. Pendant ce temps-là, les Anglais continuaient à se battre avec le soutien des Américains. Et les Allemands qui occupaient la France ont utilisé les entreprises françaises pour continuer à alimenter leur propre effort de guerre, continuer à construire des canons, des obus, des balles, des fusils, etc. Et là, les Américains se sont dit, mince, la France est un pays bien développé avec des belles usines. Si notre ennemi, les Allemands, utilise les travailleurs français pour alimenter leur propre effort de guerre, ça ne va pas nous aider. Il faut donc qu'on arrive à aider les travailleurs français à saboter leur entreprise sans qu'ils se fassent voir. Il ne s'agirait pas qu'ils aillent se faire fusiller par les Allemands. Donc, la CIA a édité un petit manuel de sabotage de l'entreprise qui a été distribué sous le manteau. La résistance a aidé, les gens se le passaient, il fait quelques pages, et en lisant, le travailleur français pouvait comprendre comment, sans se faire voir, sans se faire prendre, il pouvait saboter son entreprise. C'est très court, c'est très intéressant. Si vous lisez les préconisations de ce manuel, vous apercevez qu'aujourd'hui, à peu près 70% des entreprises les suivent à la lettre. Super intéressant. Organiser trop de réunions, trop fréquemment, avec trop de gens, sans que l'ordre du jour soit forcément clair. Noyer les gens sous trop d'informations. Ça, on l'a fait avec les emails. Débrouillez-vous pour que les gens ne sachent pas qui doit vraiment décider de quoi. Débrouillez-vous pour que des gens, des équipes travaillent simultanément sur des mêmes sujets sans le savoir. Débrouillez-vous pour que la décision soit parfois un peu chez tout le monde et chez personne, etc., etc., etc. C'est très, très fort. Ça fait réfléchir parce que ça fait prendre conscience d'une chose, c'est que l'entreprise, qui est une organisation, peut devenir sa propre ennemie. Mais c'est pas si grave, parce que si on lit d'une façon moins choc, des gens comme Peter Drucker, qui sont vraiment des gens très très brillants, qui ont étudié l'entreprise pendant très longtemps, sont tous arrivés à une conclusion qui est normale. Il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit, c'est qu'une entreprise, c'est un écosystème. C'est plus qu'une structure, c'est plus qu'un système, c'est un système qui est vivant. Et comme système vivant, naturellement, il tend vers sa dégradation. Naturellement, vers le chaos, c'est l'entropie. Elle va naturellement, exactement, c'est l'entropie. Elle va naturellement, si on n'est pas vigilant, elle va naturellement tendre vers le dysfonctionnement, vers l'incohérence, vers le blocage, elle va se gripper, etc. Alors, on a parlé de l'entreprise qui est aujourd'hui un peu comme un bateau sur une mer démontée. Si en plus, elle a tendance elle-même naturellement à s'user alors qu'elle est sur une mer démontée, la suite, elle est évidente. L'entreprise, elle peut vraiment être en danger au bout d'un moment. Donc là, il y a un rôle pour la direction, mais aussi pour les managers, d'en prendre conscience, d'associer les équipes aussi à la réflexion pour se dire, attendez, ces choses-là, on les fait comme ça, mais ok, on a commencé à les faire il y a 15 ans, c'était certainement pour une très bonne raison, et à l'époque, il fallait faire comme ça. Est-ce que c'est encore pertinent de continuer à le faire comme ça? Telle chose, on ne la fait pas. Est-ce que c'est bien? Telle chose, on la fait encore. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Si je l'arrêtais là, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vraiment il manquerait quelque chose? Donc il faut qu'on tous, on prenne conscience que l'entreprise, c'est un peu comme un operating system d'un ordinateur. Elle est sujette à un phénomène qu'elle va se dégrader, elle va s'abîmer, elle va dysfonctionner sans que ça se voit. C'est des petites choses, là, comme ça, très insidieuses, qui vont s'opérer au jour le jour, qu'on ne va pas voir, mais qui, au moment où on se rendra compte que ça ne marche plus, fera qu'il est peut-être trop tard. Donc on a tous un devoir, collectivement, ensemble, de préserver cette organisation, en veillant sur elle, encore une fois, veiller sur, surveiller, veiller sur. Très intéressant. J'aime beaucoup l'analogie avec The Operating System et le fait qu'à un moment, il faut remettre à plat. C'est-à-dire qu'effectivement, en améliorant le système, vous lui ajoutez des contraintes, vous augmentez sa complication, sa complexité, etc. Et à un moment, il faut se dire, allez, si on devait le réinventer aujourd'hui, comment on ferait? Ça ne veut pas dire qu'on va complètement le faire, mais c'est vraiment intéressant de se poser la question. Et c'est vraiment intéressant de se poser la question à travers les tendances et les axes que tu as décrits, que tu décris dans ton bouquin. Ça peut être une manière, je dirais, d'orienter la réflexion. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'action sur tous les axes en même temps, mais on peut détecter peut-être je dirais, on dit quelquefois, il ne faut pas tomber du côté où l'on penche. Eh bien, peut-être déjà essayer de redresser dans l'entreprise qui peut l'être au fur et à mesure. On a évoqué tout au long de notre discussion, je pense, des axes, des questions à se poser. Je suis sûr que vous vous êtes dit, bah tiens, ouais, moi, il y a peut-être un peu trop de réunions, ou bien tiens, oui, moi, j'ai jamais donné un système à mes collaborateurs
pour réguler ses mails, etc., etc. Et c'est à travers ces actions-là, en fait, que vous assurez que votre système, il n'est pas en train d'aller vers le chaos. Et je crois que c'est Drucker qui disait ça. C'est aussi la théorie de la thermodynamique. On en a parlé quand on a parlé de l'entreprise libérée, quand on a reçu Jean-François Zobrist. On en a parlé aussi avec Marc Halévy dans un récent podcast qu'on a fait. C'est effectivement un système qui régulièrement ne se remet pas en cause, tend vers le chaos, tend vers le dysfonctionnement, et c'est juste une loi de la nature, ça. Donc régulièrement, effectivement, il faut prendre un peu de recul, se poser des questions, etc. Pas forcément en étant le chef d'entreprise. Même un manager à l'intérieur de son équipe, il peut détecter tous ces dysfonctionnements. Oui, et ce qui va être important, c'est de se poser les questions, même quand les choses vont bien. C'est Parce clair. que les choses vont bien, on ne se pose pas de questions puisque tout va bien. Et en plus, si on continue à faire comme on a toujours fait, que ça a toujours marché, on est dans le syndrome on est prisonnier du succès. Et quand on commence à se rendre compte des choses trop tard, il est trop tard. Il faut être C'est très clair. vigilant. La vigilance est extrêmement importante. C'est sûr. Écoute Bertrand, je te remercie. On a vraiment, je trouve, scruté pas mal de sujets vraiment intéressants. On a parlé de la confiance, on a parlé de l'organisation, on a parlé de la gestion du temps, de la manière dont il fallait que on puisse gérer les nouvelles attentes sans détruire notre culture d'entreprise. Pour aller plus loin, je pense que l'idéal, c'est peut-être de se référer à ton livre. Donc, est-ce que tu peux nous redonner le titre un petit peu ? Oui, le livre s'intitule « Manager aujourd'hui, les 25 nouvelles tendances ». Donc, Bertrand Jouvenot, il est publié chez New Book et il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ok, super. En tout cas, je te remercie infiniment pour Merci ce beaucoup. que tu as partagé aujourd'hui. Puis je te dis à une prochaine fois, du coup. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir, Bertrand. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. C'est tout aussi pour cette série de 3 épisodes avec Bertrand Jouvenot. Ce que je retiens personnellement de ces 3 épisodes, en résumé, c'est que le management n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire. Et ça, je trouve que c'est une très belle phrase. Je pense vraiment que l'avenir des entreprises réside dans la manière dont elles vont manager les gens dans les années à venir. Et je pense que pour être capable de durer dans un monde qu'on ne comprend plus, pour bâtir des entreprises indestructibles, il va falloir à nouveau faire confiance aux hommes et en particulier à leur antifragilité. C'est pas évident, mais je pense que c'est vraiment l'avenir. Si ce sujet t'intéresse, j'ai une série de mails pour te donner les 3 nouveaux modèles mentaux à suivre et les 3 transformations concrètes à réaliser pour guider tes équipes sur les chemins de l'antifragilité, je le répète, de manière absolument concrète et pragmatique. Pour avoir accès à cette série de mails gratuitement, il suffit que tu suives le lien qui est en descriptif de cet épisode. À bientôt.